Pierre Macorlan est souvent considéré comme un romancier d'aventure, à tort sans doute. En 1920, il publie le Petit Manuel du parfait aventurier, dans lequel il développe la différence qu'il établit entre l'aventurier actif et l'aventurier passif. L'aventurier actif, nous dit-il, est celui qui vit de l'aventure, en dépit de tous les dangers et des déceptions qui l'attendent. Tandis que l'aventurier passif est celui qui vit l'aventure par procuration à travers celle de l'aventurier actif, sans en connaître les déboires. Notamment, précise Macorlan, parce qu'il sait que les voyages, comme la guerre, ne valent rien à être pratiqués. L'œuvre de Pierre Macorlan repose aussi sur ce paradoxe. D'emblée, dans le chapitre 2 du Petit Manuel du parfait aventurier, intitulé « Les diverses catégories d'aventuriers », il pose le constat formel. Il est nécessaire d'établir comme une loi que l'aventure n'existe pas. Elle est dans l'esprit de celui qui la poursuit, et dès qu'il peut la toucher du doigt, elle s'évanouit, pour renaître bien plus loin, sous une autre forme, aux limites de l'imagination. Un peu plus loin, il insiste. Il est dangereux de réaliser l'aventure, même dans ses grandes lignes, le résultat n'étant pour l'ordinaire qu'une somme plus ou moins imposante de déceptions et de regrets. Pierre Macorlan voulait-il dégoûter ses jeunes lecteurs de la vie aventureuse ou simplement les provoquer ? S'il peut se ranger dans la catégorie des aventuriers passifs qu'il a lui-même évoqués, il convient d'un lien incontestable entre les deux types d'aventuriers. C'est le récit, l'image même de l'aventure, créée par et pour l'évasion imaginaire de l'aventurier passif, et qui suscite l'action chez l'aventurier actif. Et Macorlan de célébrer les grands auteurs de romans d'aventure, de Robert Louis Stevenson à Marcel Schwab, en passant par Rudyard Kipling et Jules Verne. Voici ce qu'il écrit dans la préface de l'Histoire des pirates anglais du capitaine Charles Johnson, paru en 1921, d'après son édition originale de 1774. Des écrivains de qualité se penchèrent avec émotion, cependant, sur le petit livre que nous rééditons. Ils méditèrent sur cet enfer, qui est la vie de pirate anglais, le ramenèrent aux proportions exactes pouvant plaire aux hommes d'imagination et aux érudits, et créèrent cette atmosphère étrange, suffocante et tourmentée que l'on retrouve dans le livre de Johnson. Stevenson, dans son admirable Île au trésor, le chef-d'œuvre des livres de ce genre, compléta avec les ressources de sa rare imagination la silhouette et la vie des personnages laissés dans l'ombre par l'historien anglais. Stevenson et Marcel Schwab ont aimé ces hommes pour le grand pittoresque dont la canaille s'entoure afin d'expliquer sa présence dans le monde. Ces deux écrivains qui savaient que l'imagination ne peut donner des œuvres intéressantes qu'à la condition d'être au service d'une érudition profonde et discrète, ont indiqué les grandes routes du roman où l'aventure est une pierre de touche pour la sensibilité de l'auteur et qui, pour cette raison, n'a rien de commun avec le roman d'aventure tel qu'on paraît le concevoir de nos jours encore. Le musée de Seine-et-Marne conserve deux versions de l'encre de miséricorde, l'une manuscrite de 1941, l'autre dans une édition de 1942, illustrée par André Collot. Le jeune Yves-Marie Morgat, dans l'encre de miséricorde, 1941, fait figure d'aventurier actif. Prévenu par le mystérieux Jérôme Burns des dangers et des déceptions inhérents à ses projets d'aventure maritime, il tentera tout de même sa chance jusqu'au bout, emporté à la fois par son attirance pour la rêverie et par le romanesque qu'il attribue à la vie d'aventurier, comme on peut la concevoir à Brest en 1777. Ce ne fut que le lendemain, un dimanche, que débuta l'étrange histoire à laquelle je fus mêlé de cœur et d'esprit, et dont le souvenir fut si puissant qu'il me détourna pendant quelques semaines de mes ambitions les plus ardentes. Je revois toujours la scène. L'aventure, il faut le dire, me tourmentait. L'aventure marine principalement. Et sans l'avoir dit à mon père, qui craignait pour moi la profession de marin, j'espérais bien, aussitôt mon brevet en poche, écrire une demande pour servir à bord des vaisseaux du roi. Je me réveillais au son des tambours et des fifres qui rythmaient la manœuvre des bâtiments ancrés devant le château. Alors, je me levais d'un bond pour aller ouvrir ma fenêtre, hiver comme été, et emplir mes yeux de toutes les images qu'offrait le quai, et que mon imagination prolongeait au-delà des mers fameuses où commençait le grand royaume de l'aventure.
A contrario, Louis-Marie Bénic, le jeune héros breton des Clients du Bon Chien Jaune, 1926, est un aventurier passif comme un avatar de l'auteur. Mais il n'hésite pas à embarquer sur un brick de pirates franco-anglais pour voguer vers Londres en 1756. L'aventurier en herbe y fera l'apprentissage des désillusions dont parlait précédemment Macorlan, avant de revenir à une vie plus sédentaire. Comme le dit un des personnages, « J'ai cherché l'aventure sur toutes les mers du monde, et je ne l'ai jamais rencontrée belle et pure comme je l'imaginais. » Est-ce la voix de Pierre Macorlan ?